Cette conférence va maintenant être enregistrée. Est-ce que l'on m'entend? On vous entend très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du maire de Bordeaux, je souhaite remercier l'ensemble des professionnels de santé de la plateforme Ville Hop Covid-19 de cette initiative. La ville de Bordeaux soutient le projet Covid School qui a une véritable expertise multidisciplinaire. Cette expertise va permettre de former, d'informer et de rassurer l'ensemble des personnels encadrants pour une réouverture des écoles dans les meilleures conditions sanitaires possibles et avec sérénité. Je vous renouvelle tous mes remerciements et vous souhaite une très bonne visioconférence. Merci beaucoup, Madame Cuny. Cette webconférence s'intègre donc dans le projet Covid School de la plateforme Ville-Hôpital du CHU de Bordeaux, qui s'est donné pour objectif d'accompagner au mieux, grâce à son expertise médicale, la réouverture des écoles, qui a été programmée pour le 12 mai. Vous verrez que l'objectif n'est pas la circulation zéro du virus, mais de faire au mieux pour permettre une reprise dans les meilleures conditions, tout en évitant un pic épidémique. Alors voici le déroulé de la conférence. Nous allons débuter avec le docteur Barbara Ross, qui est réanimatrice pédiatre et qui présentera l'épidémiologie de l'infection Covid-19. Puis nous entendrons Madame Caroline Berbas, qui est pharmacienne hygiéniste au CEPIAS et qui nous parlera des modes de transmission et mesures de prévention de la transmission. Ensuite, nous écouterons le docteur Pugès, infectiologue pour les adultes, qui nous fera une présentation clinique chez l'adulte, qui nous parlera de la présentation clinique chez l'adulte et de la conduite à tenir devant un enseignant suspect de Covid-19. Nous écouterons ensuite le docteur Johanna Clé, qui est pédiatre libérale, spécialiste en rhumatologie pédiatrique et présidente du groupement des pédiatres de Gironde, et qui nous parlera des signes cliniques et des raisons de la sortie du confinement. Et puis, nous écouterons le docteur Émilie Poquet, infectiologue pédiatre, qui nous parlera de la conduite à tenir devant un enfant suspect de Covid-19. Enfin, nous retrouverons le docteur Johanna Clé pour une courte conclusion. Je vous souhaite maintenant une très bonne conférence et j'appelle le docteur Barbara Ross. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord vous parler des chiffres de cette pandémie. La pandémie Covid-19 s'est étendue sur l'ensemble des continents et les pays les plus touchés sont à ce jour ceux de l'hémisphère nord. Depuis le 31 octobre 2019, il y a eu plus de 3 millions de cas confirmés, dont plus d'1 million en Europe, quasiment 240 000 décès, dont plus de 130 000 en Europe. En France, les chiffres au 5 mai publiés par Santé publique France parlaient de 132 000 cas confirmés, 94 000 personnes hospitalisées, dont plus de 3 000 en réanimation et plus de 25 000 décès. En France, il y a des disparités en fonction des régions. La Nouvelle-Aquitaine est une région peu touchée où il y a une faible circulation du virus et moins de 5% de positivité. Il faut savoir qu'on évoque plus le nombre de décès que les cas confirmés parce que les cas confirmés dépendent de la capacité de chaque pays à faire les tests. Alors, pour comprendre la pandémie, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le R0. Le R0, c'est le taux de reproduction des maladies infectieuses, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes qu'une personne contagieuse peut infecter. Il a été calculé en l'absence de toute mesure barrière. Et pour le SARS-CoV-2, il est d'environ 2-3 personnes. On voit sur le tableau que c'est beaucoup moins que la rougeole ou la varicelle, mais plus que la grippe. Ce R0, il permet aussi de calculer le pourcentage de population immunisée, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui doit être immunisée pour que cette épidémie s'arrête. Et donc là, c'est de 60 à 70%.
pour le SARS-CoV-2. Il faut savoir qu'il y a une moyenne, et le R0, il y a des patients qui sont hyper contaminateurs et d'autres qui sont faiblement contaminateurs. Pour la population française, l'Institut Pasteur a fait une projection et estimerait que environ 5% de la population en France serait immunisée le 11 mai. Alors, le rôle des mesures barrières et du confinement, sachant que le confinement, c'est la mesure extrême de la distanciation sociale. Le but, c'était finalement de diminuer ce R0, qu'une personne pouvait contaminer moins de personnes si elle était infectée. Fin avril, après environ 1 mois et demi de confinement, le R0 était inférieur à 1 et moins de 10% de la population serait séroconvertie. Le but, avant tout, c'était d'aplatir la courbe. Ça, vous avez entendu ce terme plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de pics de malades, du pic de l'épidémie, c'est-à-dire le nombre de malades en même temps, pour éviter l'afflux massif de patients, notamment en réanimation, pour éviter de saturer les services de réanimation. Et actuellement, en Nouvelle-Aquitaine, les services de réanimation ne sont pas saturés. Mais comme la population ne sera pas beaucoup, en tout cas, séroconvertie, il faut poursuivre ces mesures barrières. L'épidémie ne s'arrête pas. Alors maintenant, on va parler du Covid-19 et de l'enfant. Les données pédiatriques sont plutôt rassurantes. En effet, si on compare à l'adulte, il y a environ 10 000 fois moins de décès. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 3 décès qui ont été rapportés et 1 en moins de 10 ans. 1000 fois moins de formes graves, donc en ce qui concerne les hospitalisations en réanimation pédiatrique, sur le réseau Épicentre, qui en fait recueillait tous les enfants qui étaient en réanimation pédiatrique. Il y avait peu d'enfants hospitalisés. Il y avait environ 48 enfants hospitalisés en réanimation. Il y a 100 fois moins d'hospitalisation, moins de 1% en fait, des enfants diagnostiqués ont été hospitalisés en France, 10 fois moins de malades et 3 à 5 fois moins de PCR positifs. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la transmissibilité et la contagiosité de cette maladie Covid-19 chez les enfants. A priori, l'enfant serait plutôt un mauvais transmetteur. Ce serait différent d'autres virus qu'on connaissait bien, comme la grippe. Ici, les enfants auraient un rôle modeste dans la dynamique de l'épidémie. D'ailleurs, parmi les enfants hospitalisés, l'immense majorité a en fait été contaminée par un adulte de son entourage. Pour ça, on va détailler plusieurs exemples. Le premier, c'est à Crépy-en-Valois. Donc, c'était l'enseignant qui a été infecté et décédé du Covid-19. Et en fait, a posteriori, il y a eu une enquête rétrospective de cas, enfin, autour de ce cas, qui a testé en fait toutes les personnes contacts de cet enseignant en faisant la sérologie. Et on s'est rendu compte que le pourcentage d'enfants ayant une sérologie positive était très nettement inférieur au pourcentage d'adolescents ou d'adultes. Un autre exemple, c'est le pourcentage de prélèvements positifs par rapport aux prélèvements réalisés en fonction de l'âge. On s'est rendu compte, en Espagne, en Allemagne, en France ou en Chine, là où c'est le plus parlant, c'est en Islande, parce qu'ils ont fait beaucoup de tests et qu'ils n'ont pas fermé les écoles, c'est que les PCR étaient beaucoup moins souvent positifs chez les moins de 10 ans. Et ceci, même si, ça on ne dit pas le contraire, que quand les enfants ont une PCR positive, la charge virale ne semble pas être différente de l'adulte. Ça, c'est en référence à l'étude allemande qui est beaucoup relayée dans la presse en ce moment. On dit juste que l'enfant, il est potentiellement moins touché et moins contaminateur, en tout cas sur ce qu'on observe à travers ces exemples. Un troisième exemple, c'est celui de Haute-Savoie, où un adulte revenait de Singapour. Il a été donc dans un même chalet avec 16 personnes. Et donc, il y a 12 personnes qui ont été contaminées, dont un enfant. L'enfant, il avait 9 ans, il avait une charge virale qui était élevée, identique à l'adulte, et il a fréquenté 3 écoles, une école de ski, sans prise de précaution particulière. On s'est rendu compte qu'il avait une PCR positive, également pour le SARS-CoV-2, mais aussi pour la grippe et un autre virus. Et donc, on a fait une enquête de cas, et sur les 172 personnes contacts qui ont été suivies, 73 ont été prélevées,
Et on s'est rendu compte qu'aucune n'avait été positive pour le SARS-CoV-2, alors que, par exemple, elle avait été positive pour d'autres virus respiratoires, comme par exemple la grippe. Et ça, on sait que les enfants ont un rôle important dans la transmission dans les épidémies de grippe. Donc, en conclusion, l'enfant serait plutôt un mauvais transmetteur. La transmission directe d'enfant à enfant serait plutôt faible. Pareil pour la transmission d'enfant à adulte, contrairement à la transmission directe adulte-enfant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le risque de transmission indirecte est probablement important, notamment à travers les surfaces, et qu'il faut aussi faire attention au risque de transmission lié au contact entre adultes eux-mêmes, donc entre enseignants et avec les parents qui vont pouvoir emmener ces enfants et qui peuvent être vecteurs. Donc pour ça, les sociétés savantes de pédiatrie soutiennent le retour en collectivité des enfants dans le respect des mesures barrières adaptées à l'âge et qui vont vous être détaillées maintenant. Bonjour à tous. Donc moi je vais essayer de vous décrire les voies de transmission du SARS-CoV-2, donc du nouveau coronavirus, pour essayer de comprendre les mesures barrières qu'on nous demande de mettre en œuvre. Alors, la voie principale de transmission du SARS-CoV-2, c'est la transmission gouttelette. On en a tous entendu parler. Quand on parle de gouttelettes, on parle en fait de grosses et moyennes gouttelettes dont le diamètre est supérieur à 10 micromètres, qui sont émises lorsque l'on parle, lorsque l'on tousse, lorsqu'on éternue. Ces gouttelettes, grosses et moyennes, elles vont retomber sur le sol. On dit qu'elles vont sédimenter, et tout ça dans un périmètre de moins de 2 mètres autour de la personne qui les émet. Elles persistent peu dans l'atmosphère. Donc une transmission gouttelette prédominante avec deux modalités, une directe, c'est-à-dire qu'on va inhaler directement ces grosses ou moyennes gouttelettes, ou alors on va pouvoir, par projection sur nos portes d'entrée directes, donc une projection directe sur les yeux, le nez ou la bouche, se contaminer. Ça, c'est pour la transmission directe. Et on a aussi une transmission indirecte où on va pouvoir se contaminer via l'environnement qui va être contaminé par ces gouttelettes qu'on émet autour de nous. On va pouvoir via les mains contaminer nos mains à partir de cet environnement lui-même contaminé, et c'est quand on va apporter nos mains sur nos pentes d'entrée à notre visage qu'on va pouvoir faire entrer le virus et potentiellement s'infecter. On a beaucoup parlé d'une transmission air, notamment dans la presse, dans des grands médias. La transmission air aéroportée par micro-gouttelettes, c'est-à-dire les toutes petites gouttelettes dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. Donc, à ce stade, elle n'est pas confirmée pour le nouveau coronavirus. Alors, juste pour rentrer dans le détail, ces micro-gouttelettes, à la différence des autres, des moyennes et des grosses, elles vont, rester en suspension dans l'air de façon prolongée et on peut les inhaler directement dans les voies aériennes inférieures. Pour le SARS-CoV-2, donc cette transmission air, elle n'est pas confirmée à ce jour. L'étude qui a fait beaucoup parler était une étude qui identifiait du nouveau coronavirus dans ces microparticules pendant 3 heures. En fait, il faut savoir que cette étude, quand on la détaille et la décrypte, elle a été faite dans des conditions non réelles. Donc, en fait, on a nébulisé énormément de toutes petites micro-gouttelettes dans un milieu très confiné. Donc, ce n'est pas du tout des conditions réelles quand on parle, quand on tousse ou quand on éternue, et qu'elle a retrouvé de l'ARN viral dans ces conditions. Et l'ARN viral, ça ne veut pas dire que c'est une forme infectante. En fait, à ce jour, la forme infectante que l'on connaît, c'est le virus cultivable. Ce n'est pas ces petits bouts de virus, ces petits bouts de génome de virus, d'ARN viral qu'on va retrouver. Par ailleurs, on n'a pas d'études qui démontrent une contamination par cette voie de transmission aérienne. Et enfin, on a en tout cas de nombreuses études qui ne démontrent pas de différence entre l'appareil de protection respiratoire qui est le FFP2 et le masque chirurgical en termes de contamination. Donc pas plus de contamination si on porte un masque chirurgical que si on porte un FFP2. Donc au total, ce qu'on peut dire, c'est que le risque de transmission air,
il peut s'envisager, mais vraiment dans des conditions très particulières, en milieu fermé et lors d'aérosolisation importante. Et c'est par exemple le cas dans des services de réanimation quand on va être amené à faire des manœuvres invasives sur les voies respiratoires. Donc les mesures de prévention de la transmission, elles apparaissent sur cette diapo et on en entend beaucoup parler. C'est les seules mesures qu'on a aujourd'hui possibles et on a tout le pack gestes barrières qui finalement existait déjà avant cet épisode Covid-19 puisqu'ils étaient déjà promus depuis quelques années par les différentes structures de santé publique pour prévenir les épisodes notamment d'épidémies grippales, avec en tête de file l'hygiène des mains, le tout éternué dans son coude, le mouchoir unique, l'utilisation de mouchoirs à usage unique, jeté immédiatement, le fait de ne pas se serrer la main, et moi j'en ai rajouté une parce qu'on ne la voit pas apparaître, mais il me semble qu'elle est importante, c'est en tout cas essayer d'éviter le contact avec son visage autant que possible. C'est pas facile, et moi la première, ce n'est pas facile pour moi du tout. Alors après, pour ce qui est un peu nouveau pour nous, c'est tout ce qui est distanciation sociale. Après, on a l'entretien des locaux, mais là aussi, ça rejoint ce qui devait se faire avant cet épisode de SARS-CoV-2 pour limiter la contamination de l'environnement et en tout cas la part de l'environnement dans la transmission du SARS-CoV-2. Et puis, ce qui est nouveau, c'est le port de masque selon les circonstances. Donc, entre ces différentes mesures, j'ai inséré des plus parce qu'en fait, ces mesures, aucune isolément n'est efficace. Et c'est vrai, et c'est l'addition de toutes ces mesures qui va permettre de limiter grandement le risque, même si on sait que le risque zéro n'existe pas. Alors, les mesures de distanciation pour se protéger et protéger les autres, tout simplement, le virus ne circule pas tout seul, ce sont les individus qui le transmettent et le fait de s'écarter les uns des autres va permettre de limiter cette voie de transmission dont je vous parlais, la voie gouttelette, avec des gouttelettes qui vont sédimenter rapidement autour de la personne qui les émet. Donc les mesures de distanciation, ça va permettre de limiter la transmission, ça va permettre aussi de limiter le nombre de contacts qu'on pourra avoir quand, par exemple, il y aura quelqu'un qui aura été infecté. Et c'est des choses que vous voyez dans les différents documents que vous avez pu recevoir avec tout ce qui est échelonner les arrivées pour éviter les attroupements, accueillir un petit groupe, espacer les bureaux, etc. Après, comme mesure indispensable, on a l'hygiène des mains pour se protéger, protéger les autres et protéger l'environnement. Donc, on sait que les mains, elles peuvent être contaminées directement à partir des sécrétions respiratoires si je vais toucher mes portes d'entrée, ou par contact avec des surfaces ou des objets contaminés par ces sécrétions respiratoires. Ces virus présents dans l'environnement, ils sont contaminants que parce qu'on va les amener sur nos muqueuses par les mains, d'où l'intérêt de l'hygiène des mains. Et on sait que l'hygiène des mains, elle est efficace pour éliminer le virus, que ce soit la technique avec le lavage au savon doux, 30 secondes, ou la désinfection des mains par l'utilisation d'un produit hydroalcoolique. On va parler de friction hydroalcoolique, là aussi 30 secondes. L'hygiène des mains dans le milieu scolaire, c'est quand même quelque chose que vous connaissez, qui a déjà été promu. Il y a toute une éducation des enfants à ça dans le milieu scolaire. Et finalement, c'est du rappel, c'est ritualiser des moments un peu clés pour réaliser cette hygiène des mains. Et donc, je vous ai listé les moments où il serait opportun d'en réaliser une, mais c'est des choses qui ne sont pas différentes des choses qu'on connaissait avant pour prévenir la transmission des autres virus. Pour les enfants, notamment les plus jeunes, on va privilégier la technique au lavage au savon doux liquide, et le produit hydroalcoolique, pour les plus jeunes, sera sous la responsabilité d'un encadrant. Alors, pas parce que, en tant que tel, le produit hydroalcoolique, quand on va l'utiliser dans son indication d'hygiène des mains, est dangereux pour les plus jeunes enfants. Non, il est tout à fait utilisable. C'est plus pour prévenir les risques d'ingestion, d'inhalation ou de projection. Une petite diapo sur les gants.
parce qu'on en voit beaucoup dans l'espace public. Les gants sont vraiment à proscrire. Ils ne nous protègent pas, ni nous-mêmes individuellement, ni les autres. Ils sont inutiles et dangereux. Inutiles parce qu'en fait, on ne se contamine pas de façon cutanée avec le nouveau coronavirus. Il faut savoir que les gants, dans les matières auxquelles ils sont faits, vont se contaminer rapidement et qu'on ne va pas pouvoir les entretenir. Ils empêchent l'hygiène des mains et ils vont faciliter la diffusion du virus dans l'environnement. Donc les gants, ils sont vraiment utilisés dans leur cadre habituel et pas dans la prévention de la transmission du nouveau coronavirus. Donc ça va être par exemple des gants en cuisine pour l'entretien. Les professionnels de santé en contact avec des produits biologiques, eux les utilisent lorsqu'il y a des contacts avec du sang, des sels et de l'eau. Le port du masque pour se protéger et protéger les autres. Alors, le port du masque va permettre de limiter la projection de gouttelettes par celui qui les émet. Donc, ça va permettre de limiter la transmission directe par projection ou par inhalation de ces grosses et moyennes gouttelettes. Ça va permettre de limiter la contamination également de l'environnement. Et aussi, un des aspects positifs du masque, c'est que ça va quand même permettre de limiter les contacts de nos mains avec nos portes d'entrée, nez-bouche, qui, elles, nos mains pourraient être contaminées par l'environnement. On peut se dire aussi que le porteur va pouvoir être protégé par les projections et par les gouttelettes émises par quelqu'un d'autre en face de lui, puisque la barrière agit dans les autres sens, dans l'autre sens également. Par contre, on sait très bien que c'est plus efficace quand c'est porté par la source, d'où l'intérêt de ce port collectif. Le port du masque, c'est bien, mais par contre, ça nécessite quelques règles d'utilisation et pour qu'il ne soit pas plus dangereux qu'autre chose et qu'on ne se contamine pas avec. Je vous les ai toutes listées là, mais je ne vais pas vous les détailler. Donc, le masque, au total, il a été utilisé selon les circonstances, dans le respect des règles d'utilisation. Notamment quand on ne va pas pouvoir respecter la distanciation sociale, quand on va fréquenter des lieux confinés avec une forte fréquentation, quand on va, par exemple, présenter des signes cliniques d'infection respiratoire, et à l'école, il est demandé au personnel encadrant, au personnel de l'école de le porter lors des temps de classe et lors des temps lorsqu'on ne pourra pas respecter la distanciation sociale. Il est demandé à ce qu'il soit obligatoire pour les collégiens lycéens. C'est selon l'appréciation pour les enfants de l'école primaire et ils sont interdits en maternelle. Juste une diapo pour vous rappeler les différents types de masques disponibles et pour m'attarder sur ces masques qu'on appelle barrières ou alternatifs ou grand public. Il faut savoir que ces masques, il y a 3 catégories, dont 2 qui sont testés par la Direction générale de l'armement et qui doivent faire la preuve de leur performance. Vous voyez que la catégorie 1 va se rapprocher d'une efficacité du masque chirurgical puisqu'il est demandé un minimum de 90% de filtration des particules de 3 micromètres. Alors, le port de visière de protection, la mise en place de plexiglas, c'est quelque chose qui revient beaucoup, notamment pour les enseignants. Alors, il ne faut pas du tout le positionner au même niveau que le masque. C'est un autre équipement de protection individuelle et c'est essentiellement un équipement de protection individuelle. À la différence du masque où là, on va vraiment être dans le collectif, là, c'est vraiment pour soi-même. C'est-à-dire que ça va éviter d'être atteint par des projections directes de gouttelettes. Ça va aussi quand même protéger les autres en face de nos projections directes de gouttelettes. Ça va permettre aussi de limiter nos contacts avec nos portes d'entrée, ou avec le masque si on le porte. Le plexiglas, il a aussi une protection essentiellement individuelle puisqu'il va protéger de soi-même des projections directes de gouttelettes et on se dit qu'il marche aussi dans l'autre sens pour protéger les autres de nos projections de gouttelettes. On peut dire que le plexiglas va aussi protéger entre guillemets son environnement autour des projections de gouttelettes des autres et inversement dans l'autre sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le port de visière et le plexiglas ne protège pas, en cas de non-respect de la distanciation sociale, celui qui le porte de l'inhalation de gouttelettes, donc à la différence du masque, ne protège pas aussi, en cas de non-respect de la distanciation sociale, les personnes autour en termes d'inhalation de gouttelettes, et ça va ne pas protéger l'environnement qui va pouvoir se contaminer. Donc au total, le port
de visière, il est possible, la mise en place de plexiglas aussi, mais quand on ne peut pas respecter la distanciation sociale, il doit être combiné avec le port du masque. Là aussi, c'est un équipement de protection individuelle. Il faut, en tout cas, la visière, ne pas la manipuler ou alors faire une hygiène des mains en suivant. Et un nouvel équipement suppose un entretien adapté, et en tout cas cet équipement doit pouvoir supporter un entretien adapté, ou alors il doit être jeté après son utilisation. En termes de protection par l'entretien des locaux matériels, puisqu'on a parlé de cet environnement qui potentiellement pouvait contaminer les mains et après se contaminer, ce qu'on peut dire, c'est que ce virus-là, il est fragile, comme le virus de la grippe. Et donc, quand on va aller un peu l'embêter, avec des procédures d'entretien classiques, ça va être efficace pour éliminer le virus. On sait que ce virus, il peut survivre dans l'environnement, et je vous ai mis les données des dernières études qu'on a, qui ont été faites avec soit le SARS-CoV-2, soit avec d'autres coronavirus. Mais ces études et ces données que je vous donne, elles sont à prendre avec des pincettes, parce qu'en fait, tout dépend du type de surface. Vous le voyez dans une petite puce, on sait que certaines surfaces vont être plus propices au fait que le SARS-CoV survive longtemps. Vous voyez que le cuivre serait une surface moins propice par rapport au carton papier et par rapport au bois, par exemple. Et là encore, ça dépend quand même aussi de conditions environnementales, de l'humidité, de la température, de la quantité de liquide biologique qu'on a mis sur notre surface et de la concentration virale qu'on a dans notre liquide biologique. Donc tout ça, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. En pratique, nos barrières, c'est l'hygiène des mains et l'entretien régulier des locaux. Et un entretien classique est efficace pour éliminer le virus. En milieu scolaire, je vous ai fait le parallèle avec ce que vous pouvez retrouver. On va demander un entretien à minima des locaux au moins une fois par jour, avec une fréquence plus élevée pour les points de contact fréquents avec les mains. Voilà, donc les mesures de la prévention, c'est vraiment l'objectif, c'est de casser les voies de transmission pour limiter le risque de contamination. Et vous voyez, je vous ai mis sur ce petit schéma les différents points où on peut agir pour limiter la contamination. Quelques listes de fournitures qui me semblaient indispensables à avoir pour la reprise. C'est bien sûr pas forcément exhaustif. En tout cas, j'ai essayé de lister ce qui me semblait le plus indispensable, et quelques outils pédagogiques dont cocovirus.net qui réalise des BD en partenariat avec le projet Covid School. Donc au total, en milieu scolaire, l'acquisition des mesures barrières, c'est pas inné, ça s'apprend. Il va falloir beaucoup d'organisation, de la formation, de la pédagogie, beaucoup de communication aussi. Il va y avoir une période d'adaptation pour les élèves, pour les enseignants, pour les autres personnels. La priorité, c'est quand même l'absence de mise en danger quand on met en place ces mesures barrières, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, que ce soit pour les adultes et pour les enfants. Et je vais passer la parole à ma collègue qui va aborder l'adulte. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un peu des présentations cliniques comme chez l'adulte. Il faut savoir que chez les adultes comme chez les enfants, on peut tout à fait être porteur du coronavirus et ne pas avoir de symptômes ou avoir peu de symptômes, ce qu'on dit polysymptomatique. Et donc, c'est là un peu toute l'épidémie cachée dont on entend parler et qui évolue en parallèle des gens qui ont des symptômes cliniques. Donc finalement, quels sont les symptômes cliniques qu'on peut avoir dans le cadre de l'infection par le coronavirus? Vous avez dû voir au fil des dernières semaines et des avancées qu'on a au fur et à mesure sur l'épidémie apparaître des signes cliniques dont on n'avait pas connaissance auparavant, notamment parce que l'épidémie était essentiellement localisée en Asie et en Chine. Donc ce qu'on connaît très bien dans les viroses d'une manière générale, on les retrouve dans l'infection par le coronavirus, mais avec parfois des fréquences un peu plus importantes. Donc, ce qu'on connaît très bien et ce qu'on connaît depuis le début, c'est ce tableau plutôt respiratoire avec une toux, il peut y avoir des crachats, il peut y avoir des difficultés respiratoires, un essoufflement qui peut être plus ou moins important et des fois peut vraiment mener à une sensation d'étouffement dans les formes plutôt graves. On peut également ressentir une sensation soit de douleur, soit de gêne au niveau de la poitrine. C'est vraiment une sorte de pesanteur que décrivent bien les patients qui sont infectés. Ça, c'est vraiment le tableau plutôt respiratoire.
On a également un tableau qui est plutôt ORL, qui donc va donner un écoulement au niveau du nez, une obstruction au niveau du nez, comme quand on a un rhume en fait. On peut également avoir une inflammation au niveau de la conjonctive, avoir les yeux rouges indépendamment d'une allergie. Et on peut également avoir mal à la gorge avec ou pas d'angine ou juste une pharyngite. Et indépendamment de ces symptômes-là ORL, on a découvert aussi ce qu'on connaissait déjà dans d'autres infections virales, mais qu'on voit vraiment beaucoup plus dans l'infection par le coronavirus, c'est que indépendamment d'avoir le nez bouché, on peut avoir une perte d'odorat. C'est-à-dire qu'on sent vraiment plus comme d'habitude, et c'est probablement lié à une atteinte des cellules nasales et des petites fibres nerveuses qui arrivent dans les cellules nasales, et du coup le coronavirus attaque ça et empêche qu'on puisse sentir les choses dans l'environnement. On peut également perdre le goût. C'est pareil, c'est les petites cellules nerveuses au niveau de la langue qui sont atteintes, et donc on peut perdre le goût. Donc ça, on le retrouve dans d'autres infections virales, mais vraiment dans le coronavirus, vous avez dû en entendre parler, on le retrouve plus fréquemment. On peut également avoir des courbatures, un peu comme dans la grippe. Il peut y avoir également des signes cutanés qui ont été très médiatisés il y a quelques semaines, mais maintenant on le sait, ces signes cutanés, ils sont quasiment exclusivement associés à d'autres symptômes dont je vous ai déjà parlé, notamment la toux, la fièvre. Voilà, on retrouve très rarement des signes cutanés isolés. Et ensuite, on peut également avoir des tableaux digestifs qui ressemblent vraiment à une gastro-entérite, c'est-à-dire des douleurs abdominales, une diarrhée, des vomissements. On peut retrouver notamment chez les enfants, mais on peut retrouver chez les adultes, plutôt chez les patients plus âgés, mais on peut également les retrouver. Et donc la durée d'incubation, c'est-à-dire la durée à partir du moment où on est rentré en contact avec un patient qui était infecté et le moment où on déclare les symptômes, en général, c'est 3 à 5 jours, c'est assez court, ce qu'on connaît dans les virus en général, mais ça peut aller jusqu'à 14 jours vraiment de façon plus rare quand même. Donc tous ces symptômes-là, ils peuvent être évocateurs d'infection et ils peuvent amener à une suspicion d'infection par le coronavirus et donc une indication de dépistage. Pendant combien de temps on est contagieux finalement quand on a le coronavirus? Avant les symptômes, on dit classiquement 1 à 5 jours de période où on peut être contagieux, c'est surtout dans les 48 premières heures avant l'apparition des symptômes où malgré le fait qu'on se sente bien, on peut déjà avoir du coronavirus au niveau du nez notamment et donc être potentiellement le passer à son voisin et être contagieux. À partir de l'apparition des symptômes, c'est une durée qui va varier en fonction du fait qu'on ait des problèmes de santé ou pas. En fait, quand on a des problèmes de santé, c'est-à-dire ce qu'on appelle les personnes à risque à l'heure actuelle, c'est essentiellement les gens qui ont des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires qui ne sont pas équilibrées, des maladies diabétiques qui ne sont pas équilibrées aussi, ou des problèmes liés aux défenses immunitaires qui sont faibles. On sait que chez ces personnes, l'excrétion du virus, le fait d'avoir du virus dans la sphère ORL, elle est prolongée. On ne sait pas vraiment jusqu'à quand il est vraiment contagieux, mais on garde une période assez large pour être vraiment très sécuritaire. Et donc, on estime que chez les personnes qui n'ont pas de facteur de risque, on est très contagieux pendant 10 jours et pendant 14 jours en tout, on peut l'être. Et ensuite, chez les personnes à risque, donc toutes ces personnes qui ont des maladies, des problèmes de santé ou qui ont plus de 70 ans, là, pendant 10 jours, on est vraiment très contagieux. Et pendant les 14 jours d'après, on a une période de sécurité où on peut être potentiellement contagieux et on demande de rester prudent et de garder les mesures barrières vraiment de façon très suivie. Et donc ce petit diagramme pour vous expliquer avec le nain Hatchoum qui du coup a des symptômes 48 heures finalement après l'arrivée de cocovirus. Et donc les personnes qui vont bien, elles vont être potentiellement contagieuses jusqu'à 14 jours après l'apparition des symptômes. Et pour les personnes plus à risque, ça peut aller jusqu'à 24 jours. Mais sachant que pour tous ces gens, on est vraiment très contagieux dans les 10 premiers jours. Et qu'est-ce qu'il en est des personnes asymptomatiques? Il y a finalement pas mal de personnes qui peuvent avoir le coronavirus sans avoir de symptômes. Donc là, de façon assez collégiale, on estime qu'on peut être contagieux pendant 14 jours à partir du moment où on a détecté le virus dans la sphère ORL, au niveau du nez. La durée des symptômes, elle est assez variable et on découvre des choses tous les jours dans cette infection. On sait que pendant plusieurs jours après le début des symptômes, on va avoir ces symptômes ORL, les éternuements, l'obstruction au niveau du nez, de la fièvre. Voilà. Donc ça va être pendant plusieurs jours. Et après, on voit apparaître plus récemment là, des patients qui nous décrivent que pendant plusieurs semaines, ils peuvent être fatigués
Ils peuvent avoir aussi un petit essoufflement qui persiste et il peut y avoir également une toux sèche, une toux un peu irritative qui peut persister aussi, qui n'est pas forcément signe d'une contagiosité qui persiste ou d'une maladie qui persiste. On connaît très bien ça dans d'autres infections virales, c'est que le virus va se mettre dans les bronches, il provoque de l'inflammation, provoque de l'irritation, et donc il va y avoir une toux en réponse à cette irritation. Et cette inflammation, elle peut persister alors même que le virus a disparu et a été détruit par le système immunitaire. Donc cette toux-là, elle ne nous signe pas forcément que l'infection persiste. Et vraiment, c'est pour vous expliquer qu'il peut y avoir des symptômes qui sont là pendant un temps court et par contre des symptômes qui peuvent persister plusieurs semaines et on met parfois un peu de temps à se rétablir de cette infection sans pour autant qu'on soit fortement contagieux. Donc, que faire si vous avez des symptômes évocateurs d'infection par le coronavirus? Si vous êtes chez vous, il ne faut pas que vous alliez au travail, il faut que vous restiez chez vous. Si par contre vous êtes au travail, il faut que vous vous isoliez tout de suite. Même si voilà, au début vous vous posez la question, n'hésitez pas à prendre plus de précautions que nécessaire. Si vous n'avez pas ce masque, normalement vous êtes censé l'avoir par exemple pendant une période de repas, mettons, mettez ce masque tout de suite et rentrez chez vous le plus rapidement possible. Et à partir de ce moment-là, évitez les contacts pour éviter, dans l'attente de la confirmation du diagnostic, de voir votre médecin et d'éviter de contaminer d'autres personnes. Appelez votre médecin traitant ou si vous n'avez pas de médecin traitant, le médecin généraliste qui est près de chez vous, qui fera donc une consultation, une téléconsultation et évaluera avec les symptômes que vous décrivez et son examen clinique s'il y a indication un test diagnostic de l'infection par le coronavirus. Donc à l'heure actuelle, cette infection, elle doit nécessiter une ordonnance, une prescription médicale. Et ensuite, votre médecin, il vous proposera soit de vous orienter vers le CHU qui peut vous dépister avec maintenant un drive. Vous pouvez venir en voiture ou à pied pour être dépisté, ou vers des laboratoires privés selon l'endroit où vous habitez. Donc en fait, ce test, vous en avez entendu parler dans les médias, hein, mais on va rechercher le matériel génétique du virus dans le nez. On vous met un écouvillon, c'est-à-dire une sorte de coton-tige, qu'on vous enfonce au fond du nez, où on va essayer d'aller gratter le pharynx, c'est-à-dire vraiment le fond du nez qui est au-dessus de la gorge, pour aller récupérer du virus. Et ce résultat, on va l'avoir en 24-48 heures. Donc, en fonction de ce résultat-là, vous discuterez avec votre médecin voilà, d'éventuellement d'autres examens pour orienter le diagnostic si ce premier test est négatif. Et à l'issue de ce test, si vous avez des symptômes qui sont très évocateurs d'infection par le coronavirus, a fortiori si votre test est positif et confirme l'infection, vous aurez donc un arrêt de travail pendant 14 jours et vous ne pourrez pas reprendre le travail avant d'avoir eu 48 heures sans symptômes, en dehors de la toux, parce que comme je vous expliquais, elle peut persister pendant longtemps, cette toux vraiment irritative. Et donc, que doit faire votre établissement si vous avez une infection confirmée par le coronavirus? Donc, eux vont informer les services académiques qui vont s'occuper après de tout ce qui est dépistage dans l'école, sur le lieu de travail. Et vous allez être accompagné par les autorités sanitaires qui vont vous appeler, qui vont vous préconiser quoi faire à la maison avec votre entourage, comment porter le masque, vont vous redonner toutes ces informations pour vous rassurer et puis pour vous expliquer et rassurer votre entourage. Qu'est-ce qui va se passer dans la classe à partir du moment où vous avez eu l'infection et même si vous avez porté le masque, la classe sera fermée pendant 14 jours et les enfants seront dépistés, même si le fait de porter le masque et toutes les mesures barrières que vous avez appliquées va quand même nettement diminuer le taux de contagiosité. Dans votre entourage, vos personnes contacts, c'est-à-dire celles qui ont été à moins d'1 mètre de vous et qui ont été à plus de 15 minutes en contact avec vous sans masque, donc elles sont à risque d'avoir été infectées. En fait, ce qui va se passer, c'est quand vous irez voir votre médecin traitant, lui fera une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie, déclarera éventuellement aussi vos contacts, qui seront ensuite recontactés par la caisse primaire d'assurance maladie pour aller avoir un test de dépistage pour savoir qui peut avoir le coronavirus sans encore avoir les symptômes. Et ensuite, au sein de l'école, il y aura également un nettoyage et une désinfection des locaux et des objets que vous auriez pu toucher éventuellement dans les 48 heures qui précédaient l'apparition de vos symptômes. Et donc, je laisse la parole à ma collègue, le docteur Clay. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais commencer par vous parler des présentations cliniques chez l'enfant. Le docteur Pugès vous en a déjà dit une bonne partie, donc je vais aller vite sur certaines données.
Donc, l'enfant, vous l'avez bien compris, hein, il peut être asymptomatique ou paucisymptomatique, c'est-à-dire avoir peu de symptômes, tout comme l'adulte. Et les symptômes que présente l'enfant sont aspécifiques, comme vous l'a dit aussi le docteur Pugès pour l'adulte, c'est-à-dire que ce sont des symptômes qu'on retrouve aussi très fréquemment dans n'importe quelle virose. Les signes respiratoires, donc classiquement, donc c'est le nez qui coule, une obstruction nasale, une toux, une gêne respiratoire qui est plus ou moins importante. On peut retrouver aussi des signes de dysphagie, c'est-à-dire des maux de gorge, une fièvre chez l'enfant qui est plus ou moins importante et qui peut être accompagnée de signes comme un syndrome grippal, plus ou moins complet, c'est-à-dire des maux de tête, des douleurs musculaires, des myalgies, une asthénie, un manque d'appétit, des frissons. Et puis, il peut y avoir aussi des signes de mauvaise tolérance de la fièvre qui doivent faire consulter, comme dans tous les autres cas quand on retrouve ces manifestations-là, qui sont des signes de mauvaise perfusion périphérique, comme on dit, avec des tremblements, des marbrures, des extrémités froides, les lèvres bleues, par exemple. L'enfant peut aussi présenter de la diarrhée ou des vomissements, et puis des éruptions cutanées diverses, comme vous l'a dit aussi le docteur Pugès, ou une conjonctivite. On vous l'a dit aussi en introduction, la recherche aussi, l'interrogatoire par le médecin traitant aussi, le pédiatre, va être importante pour rechercher en fait s'il n'y a pas des cas autour de l'enfant, parce que on vous l'a dit, le plus souvent c'est un adulte qui risque de le transmettre à l'enfant, et c'est surtout un adulte qui a des contacts proches, et donc souvent plutôt les parents. C'est le cas, c'est ce qu'on voit actuellement en tout cas. Donc des présentations cliniques un peu particulières. Docteur Pugès vous a déjà parlé de anosmie agueusie, donc des termes qui commencent à passer dans le langage quotidien. Donc une perte du goût, une perte de l'odorat, d'apparition vraiment brutale, sans rhinopharyngite. Vous comprenez bien que ces symptômes ne peuvent être relayés par les plus petits, et que ça sera plutôt, on va dire, les grands enfants ou les ados plutôt qui vont se plaindre de ces symptômes. Alors, les éruptions cutanées qu'on voit un peu plus chez l'enfant, c'est ce qu'on appelle, et ça aussi vous l'avez entendu, les acrocyanoses et les engelures. Donc, c'est des atteintes surtout des extrémités qu'on voit vraiment aussi dans d'autres infections virales notamment, et qui ne sont pas spécifiques de la maladie Covid-19 et qui sont toujours associées à d'autres symptômes. Ça aussi, le docteur Pugès vous l'a dit. Et puis, donc, spécificité pédiatrique, dont on entend parler depuis plus d'une semaine maintenant. Donc là, moi, je prends ma casquette de rhumatologue pédiatre pour vous parler de ces vascularites qui ressemblent à la maladie de Kawasaki et des cas de myocardite qui ont été décrites. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce sont des manifestations qui sont bien connues chez l'enfant par la communauté pédiatrique notamment, et que ces manifestations sont habituelles dans d'autres infections virales, notamment la grippe, qui est assez pourvoyeuse de ces atteintes inflammatoires, parce que ça aussi vous l'avez entendu, le SARS-CoV-2 est pourvoyeur de réactions auto-inflammatoires, ce fameux orage cytokinique, mais ce n'est pas le seul, en fait c'est ce qu'on voit aussi dans d'autres viroses. Le but de cette alerte, c'était surtout l'information du corps médical, parce que ces enfants, c'est bien qu'ils soient en prise en charge précocement, parce qu'on a des traitements qui sont efficaces. À l'heure actuelle, et on n'a pas plus de cas que les autres années, et d'ailleurs, c'est plutôt au printemps, au changement de saison, qu'on peut voir ce type de manifestation. Donc, en aucun cas, cela ne remet en cause la sortie progressive du confinement. Et je laisse la parole au docteur Poquier. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de la partie de la conduite à tenir si un enfant est suspect Covid-19. Donc, si un enfant de votre école présente les symptômes du Covid-19 précédemment décrits par le docteur Clé, que fait-on? Il est préconisé que cet enfant soit installé dans une pièce isolée ou dans l'infirmerie de votre établissement, et qu'il soit accompagné d'un membre du personnel de l'équipe qui sera lui porteur de son masque habituel. Quant à l'enfant, s'il le tolère, il pourra porter un masque pédiatrique chirurgical qui lui sera remis. Et si c'est possible, une prise de température avec un thermomètre frontal sera réalisée, avec les limites bien sûr que ce mode de prise de température comporte.
Si l'enfant présente des signes de gravité, comme par exemple une détresse respiratoire ou une fièvre très mal tolérée, par exemple, il faudra appeler le 15 en urgence. Par contre, si l'enfant du coup est suspect de Covid-19 et qu'il n'a pas ces signes de gravité, il faudra appeler son représentant légal immédiatement pour qu'il vienne le chercher dans le plus vite délai. Il est recommandé que ce parent, une fois qu'il arrive à l'école, ne rentre pas dans les établissements et qu'il respecte bien évidemment les gestes barrières. C'est ce représentant légal qui contactera du coup son médecin traitant afin qu'il évalue l'enfant et lui prescrira un test diagnostique. En attendant ce résultat de Covid-19, il n'y a pas d'indication à fermer la classe ou à tester les sujets contacts. Dans le cas où du coup ce test est positif, que fait-on? L'enfant sera isolé à domicile pendant 14 jours avec sa famille ou hospitalisé bien sûr s'il y a des critères qui le nécessitent. Il sera ensuite surveillé par la plateforme Ville-Hôpital Raphaël Ange Gardien avec des questionnaires journaliers sur son état de santé. Au niveau de l'établissement scolaire, il est recommandé que du coup la classe ferme pendant au moins 14 jours. Il faudra également évaluer les sujets contacts de l'enfant, c'est-à-dire tous les élèves de la même classe et tous les enfants ayant participé aux activités périscolaires. Il y aura des questionnaires avec une autosurveillance clinique de ces enfants et des tests diagnostiques seront réalisés pour tous ces enfants. Dans tous les cas, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Pugès, il faudra contacter le rectorat et l'ARS. Si ce test est négatif, à ce moment-là, l'enfant verra son médecin traitant qui appréciera s'il peut revenir en collectivité. En tout cas, il n'y aura pas de fermeture de la classe et les sujets contacts n'auront pas de surveillance particulière, il n'y aura pas de test diagnostique. Donc là, c'est une diapositive qui résume tout ce que je vous ai dit. Donc les symptômes que l'a dit tout à l'heure le docteur Clé, fièvre, rhinorrhée, tout. L'enfant va être isolé. Si signe de gravité, le 15. Si il n'y a pas de signe de gravité, les parents viennent le chercher en urgence. En haut, c'est pour montrer quand l'enfant est positif, donc isolé, surveillé pendant 14 jours. La classe aussi fermée pendant 14 jours. Les sujets contacts sont testés et il faut appeler le rectorat et l'ARS. Et si c'est négatif, du coup, l'enfant est pris en charge par le médecin traitant, on garde la classe ouverte et les sujets contacts ne sont pas testés en systématique. Voilà, je laisse le docteur Clé conclure cette séance. Alors maintenant, je vais vous parler de la sortie progressive du confinement et pourquoi on parle de ça, pourquoi on pense que c'est nécessaire. Alors, ce n'est pas juste nous, là, au sein de la plateforme Villop ou moi toute seule en tant que pédiatre. On s'appuie sur des données nationales donc, qui sont relayées par nos grands groupes, notre grande société de pédiatrie, notamment l'AFPA et la Société française de pédiatrie, et sur les sociétés d'infectiologie pédiatrique et d'infectiologie Infovac qui toutes ces associations, sociétés qui ont été vraiment une grande aide pour nous au quotidien, hein, dans notre activité quotidienne, parce que depuis 1 mois et demi, on travaille, on sait ce que c'est de respecter les mesures barrières, on se rend compte des difficultés et on veut vous aider aussi pour la reprise de l'école. Alors, c'est pas que la France aussi qui dit que le confinement peut avoir des effets négatifs, hein, parce qu'il y a une conférence le 29 avril entre différents pays, 1 300 000 connectés, et tout le monde dit que le confinement a des effets négatifs et qu'il ne faut pas le maintenir non plus trop longtemps. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Je vous ai mis aussi le site Mpédia, qui est un site d'information pour les parents, notamment, qui ont des questions par rapport à leurs enfants. Alors, le confinement, il a un impact familial et personnel qui est majeur. Alors, d'une part, ce qui vous concerne particulièrement, vous savez que l'accès à l'éducation peut être disparate parce que la gestion d'Internet ou l'accès à Internet en fonction des familles, elle est différente et ce n'est pas aisé chez tout le monde. Il peut y avoir aussi une barrière de la langue. Et puis, en tant que pédiatre, je suis particulièrement sensibilisée à tous les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux et on sait qu'il y en a beaucoup, déjà qui sont diagnostiqués et d'autres qu'on sous-estime. Et donc, je pense aussi particulièrement aux troubles du spectre autistique, troubles déficitaires de l'attention et les troubles des apprentissages au sens général, parce que c'est des situations aussi, c'est difficile à la maison. Ils ont besoin de vous.
On voit une diminution des dépenses essentielles, donc partout dans le monde. Donc, il y a des familles où il y a une diminution des dépenses liées à la santé et à l'alimentation, qui est quand même un besoin vital. Et on note très clairement une augmentation des violences intrafamiliales sur les enfants et sur les femmes. Allô Enfance en danger, le 119, a noté une augmentation de 20% de ces appels le mois dernier et une augmentation de 60% des appels urgents sur leur plateforme. On note aussi la 3e semaine de confinement, une augmentation de 53% des signalements par rapport à la première semaine. Très clairement aussi, dans toutes les familles, il y a une diminution de la qualité de surveillance des enfants. Pourquoi? On a une perturbation du rythme de vie qui est évident et le télétravail, on ne peut pas surveiller correctement un enfant quand on télétravaille. On voit de plus en plus aussi de troubles du sommeil. Et très clairement, on a une augmentation du nombre de brûlures, d'intoxications, de traumatismes et d'appels au centre antipoison. Et puis, je pense aussi aux ados, où il peut y avoir aussi une augmentation des comportements à risque. Il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique aussi du confinement, de la pandémie et aussi du confinement. Donc ça, c'est les discours des spécialistes aussi. Et donc tout ça, on a une atteinte des besoins essentiels. Alors j'ai mis spécialement pour vous cette diapo, parce que moi j'ai des enfants en primaire et que je pense que ça va vous parler. Je ne vais pas vous refaire le cours parce que vous savez beaucoup mieux que moi. Et juste pour vous dire qu'il y a quand même une item questionner le monde avec les besoins de l'être humain. Et donc, il y a 2 ans, mon enfant a eu ce cours-là. Vous voyez, 2 ans après, je m'en souviens. Vous impactez pas que les enfants, vous impactez aussi les parents. Et donc, vous avez vraiment un grand rôle aussi, je pense, à jouer dans l'éducation, l'hygiène et aussi la rassurance des personnes. Je sais que il faut d'abord arriver à gérer sa propre sortie de confinement, mais vraiment, vous avez un rôle à jouer là-dedans, autant que les professionnels de santé. Donc, les besoins vitaux, respirer, boire, manger, vous avez vu dans certaines familles, manger déjà, ce besoin vital, il peut être impacté. Et très clairement, tous les besoins essentiels, ils le sont aussi. Deuxièmement, on voit une dégradation de l'accès aux soins avec une difficulté d'accès des services de protection de l'enfance, dans la continuité de ce que je dis. On voit aussi des retards de consultation avec des personnes qui consultent trop tardivement, notamment lors des infections bactériennes ou des appendicites qui arrivent vraiment trop tard aux urgences. On note aussi une annulation des chirurgies programmées, des consultations spécifiques de suivi, ce qui va entraîner un allongement du délai d'accès aux spécialistes et des retards de diagnostic. Et très clairement, en pédiatrie, ce qui nous inquiète, une diminution du taux de vaccination, alors que les recommandations étaient le maintien des vaccinations chez tous les enfants de moins de 2 ans. Et donc, on craint une réémergence des maladies graves, potentiellement mortelles, que sont la coqueluche, les méningites à pneumocoque, à méningocoque, à hémophilus ou les rougeoles. Donc, ce petit schéma, pour essayer de vous expliquer quelle a été la balance, l'importance du confinement au départ. Donc, en mars, très clairement, la balance, elle penchait en faveur du confinement. Pourquoi? Parce que... ah, zut, je n'ai pas la petite flèche. Parce que... on avait une augmentation, il faut regarder le petit schéma, on avait une augmentation en fait du nombre de cas qui était assez inquiétant et donc il fallait absolument que le pic et le nombre de personnes infectées et donc le nombre de personnes graves soit le plus limité possible pour que les services d'urgence et les réanimations puissent accueillir tout le monde et que ces services ne soient pas engorgés comme ça a pu être le cas en Italie. Donc très clairement, le confinement absolu, je vais dire, était important pour diminuer ce risque-là. Et ça a marché. Et donc maintenant, on est dans une descente, une diminution très nette. Tout le monde, une diminution nette du nombre de cas. Et donc, les services de réanimation d'urgence ne sont plus saturés à l'heure actuelle et peuvent continuer à accueillir correctement les personnes. Donc, très clairement, maintenant, la balance, elle va pencher du côté des effets négatifs du confinement
que je viens de vous énumérer. Donc cette sortie, comme on vous le dit partout, elle doit être progressive et elle est en fonction de l'évolution de la pandémie. Si on voit que les chiffres remontent, on va limiter la sortie du confinement. Donc il va falloir une réadaptation permanente des recommandations, c'est clair, et il faut que nous nous adaptions en permanence. C'est ce qu'on fait et c'est ce que tout le monde doit faire. Un petit mot sur les enfants avec des pathologies chroniques. Vous avez toutes les informations sur le site de la Société française de pédiatrie. Toutes les différentes sociétés sont signataires, la pneumo, la gastro, la rhumato, la néphro, la neurologie. Tout le monde va dans le sens d'un retour à l'école des enfants et que seulement quelques cas ne pourront pas y retourner, mais donc le maintien de la scolarité à domicile ne peut concerner que quelques cas particuliers. Ça sera uniquement sur avis du médecin référent spécialiste de l'enfant qui établira un certificat de contre-indication. Donc très clairement, un enfant qui a un asthme simple, qui est par exemple qui n'a pas besoin d'oxygène, qui n'est pas passé en réanimation récemment, donc c'est le cas de la majorité de vos enfants, des enfants asthmatiques par exemple qui ont un PAI, ils peuvent retourner à l'école. En conclusion, donc, la réouverture des écoles, elle est possible parce que la transmission par un enfant, elle est faible, d'enfant à enfant, d'enfant vers un adulte. Et ce qu'on vous a dit, il faut que vous, enseignants, directeurs, ATSEM, tout le personnel en cuisine et tout ça, tout le monde fasse attention, surtout entre adultes. Je pense que c'est ça aussi, il faut bien respecter les mesures barrières entre adultes. C'est possible aussi parce que du coup, le pic épidémiologique est dépassé et qu'à l'heure actuelle, il y a peu de circulation du virus, surtout dans notre région. On est une des régions qui avons été les moins touchées. Et puis, c'est possible parce que les mesures barrières vont être importantes et ça permet de limiter ça. Très clairement, vous n'arriverez pas, tout le monde le sait, à respecter 100% du temps les mesures barrières. En cabinet, c'est la même chose. La mesure de distanciation, je dois examiner un enfant, je vais devoir me rapprocher et cette mesure barrière, elle sera de moins d'1 mètre. Je vais prendre mes précautions, je vais me relaver les mains et je vais faire attention aux surfaces et aux choses, voilà. Et cette réouverture, je pense vraiment qu'elle est indispensable parce que il faut qu'on puisse répondre aux besoins essentiels des enfants et aussi très clairement, ça va apporter un second souffle aux familles. Je pense que j'ai pas une famille en consultation qui me dise pas qu'il faut qu'on s'en sorte là, qu'il faut faire quelque chose, que sortir un petit peu de ce confinement. C'est difficile. Et très clairement, ça sera vraiment une issue de secours pour d'autres. Et donc, vraiment là, vous avez un rôle à jouer parce que ça va être important pour vos élèves. Je vous remercie.